Oh, j'ai pris du grade. Je suis maintenant co-animateur. Je suis de retour. Voilà. Alors, je voulais partager mon écran Mhm. pour donner des informations techniques Ah oui. sur l'utilisation de Zoom pour tout le monde. J'imagine que après Y- plusieurs années de pandémie et d'utilisation de ces moyens, on est assez habitué. Mais au cas où, donc, les participants, vous aurez l'opportunité de suivre le webinaire en version française originale avec la voix de Nicolas ou en cliquant sur l'option interprétation. Donc, du coup, écouter la version anglaise. Nicole, il y a Euh, personne encore, hein, il n'est pas 14 heures, les gens sont pas quoi. Enfin, oui, oui, on je a sais. Ah, 21 participants déjà connectés. ah, je les vois pas. D'accord. Oui. Je ne Je sais peux pas pas les pourquoi tu voir. ne le vois pas, mais Bah tant mieux alors. Cool. Je croyais qu'avec euh, nous. Ok, en ouais. tout cas, la traduction, ça marche bien. Merci, Emmanuel. Ah, très bien, parfait. Alors, on attend quelques minutes. C'est pas encore tout à fait l'heure. Donc, je laisse ces diapos-là pour un peu les, les instructions techniques. Après, dès que on te donnera la parole, Nicolas, et le partage d'écran. OK, c'est 14 heures. Bonjour, c'est 14 heures à Paris, c'est 13 heures GMT. Donc, on va bientôt commencer notre webinaire, le troisième webinaire organisé dans le cadre du projet AfroScreen. Donc, là, j'affiche des informations techniques pour l'utilisation de Zoom avec l'option d'écouter le webinaire, la traduction du webinaire en anglais. La possibilité de lever la main à la fin de la présentation de Nicolas si vous avez des questions pour qu'on puisse vous donner la parole. Et aussi la possibilité de ajouter votre question, à poser vos questions euh, à l'écrit euh, à travers la discussion. Voilà. Donc, j'ai j'ai démarre l'enregistrement. Ah non, c'est déjà OK, c'est déjà en cours, c'est très bien. Et Nicolas, si tu es d'accord, je pense qu'on peut commencer. Oui. Donc, Nicolas Fernandez, un expert en bioinformatique de l'unité trans-VIH-ME de l'IRD. Et il va nous parler de Géraldine. Oui, Guévarly. Guévarly, merci. Et je te laisse la parole pour commencer ta présentation. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicole. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que nous avons développé à TransVHMI, principalement dans le cadre d'AfroScreen pour l'étude des variants SARS-CoV-2. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est bien plus que ça l'outil Guévarly et qu'en plus, ma présentation, ça sera un peu plus que simplement présenter Guévarly, puisque j'ai sous-titré cette présentation Guévarly, donc qui sont l'acronyme de Genome Assembly Variant Calling and Lineage Destination, a fair, open source, scalable, modulable and testable snake-make pipeline. Donc, comment je vais vous présenter ça? D'abord, une petite introduction. Je vais vous parler de ce qu'on a appelé la crise de la reproductibilité.
de la notion de faire, de quelques solutions pour répondre à la problématique faire. Ensuite, je vous présenterai Gayvarly, comment on l'installe, on l'utilise, le type de résultats que ça produit, son fonctionnement interne et les avantages que je lui trouve. Et peut-être on discutera du futur de l'outil. Et puis, les messages à emporter pour conclure. Donc, en introduction, du coup, Gayvarly, c'est le produit de discussion que j'ai eu avec Eddie Loussamak en septembre 2021, où il cherchait un outil libre et open source pour l'assemblage de génomes. Je reviendrai plus tard dans les détails sur comment on est arrivé, mais il faut savoir qu'en décembre 2021, du coup, on avait une première version du workflow qui deviendra plus tard Gayvarly. Donc, ça fait plus d'1 an qu'il est utilisé en interne dans TransVHMI et il est aussi utilisé depuis quelques temps maintenant par nos partenaires pour AfroScreen. Donc, dans cette présentation, je vais vous expliquer pourquoi nous avons développé Gayvarly, comment nous l'utilisons, pourquoi on vous le présente aujourd'hui et on le partage, et si vous le souhaitez, comment vous aussi vous pourrez l'utiliser. À la fin de cette présentation, j'espère que tous ces mots qui étaient dans le titre, faire, open source, scalable, modulable, traceable and pipeline, seront un peu plus clairs pour vous. Donc, ce n'est pas qu'ils sont plus de secret pour vous, mais si vous ne les connaissez pas, vous aurez déjà une notion de ce que c'est et en quoi c'est important. Donc, je vais commencer directement avec la crise de reproductibilité. Donc, c'est une crise méthodologique qui touche principalement le domaine des sciences, selon laquelle de nombreux résultats publiés dans des revues scientifiques sont difficiles, voire impossibles à reproduire. C'est Johan Ioannidis qui le premier à parler a mis en lumière, on va dire de façon importante, cette crise avec un papier de 2005, Why Most Published Research Findings Are False. Donc, c'était un professeur de médecine à l'université de Stanford et il expose notamment la nature incertaine de la recherche scientifique à cause d'imprécisions et de non-reproductibilité. La crise va prendre de l'ampleur dans les années 2010. Donc, vous voyez, il y a d'autres articles qui ont été publiés, par exemple un appel de 1500 scientifiques dans Nature. Il y a je vous ai mis différents liens sur cette crise. Et il faut savoir que quand on pose la question à des scientifiques de s'ils ont pu reproduire leurs papiers ou pas, il y a plus de 70% des chercheurs qui ont essayé de reproduire des expériences scientifiques ont échoué. On a du mal à reproduire les expériences de notre propre laboratoire. On a du mal à reproduire les expériences d'autres laboratoires. Et ça touche plus les sciences médicales et encore plus les sciences, on va dire, sociales que les sciences physiques. Il semblerait que ce soit lié à une pyramide de complexité. Plus le phénomène étudié implique moins d'interactions entre, par exemple, un modèle simple, juste de particules. Voilà, si vous détectez des zones gravitationnelles d'un côté de la Terre, il y a de grandes chances que vous les détectiez de l'autre côté de la Terre. Par contre, si vous vous intéressez à ce qui se passe à l'intérieur d'un cerveau avec des milliards de neurones ou des interactions sociales entre des milliers d'individus, c'est très complexe, ou des milliers de protéines à l'intérieur d'un corps humain. Et donc, plus le modèle étudié est complexe, plus il y a de difficultés à reproduire les expériences. Je voulais dire autre chose là-dessus. Oui, pardon. Donc, c'est un problème qui est connu et il y a plusieurs causes qu'on peut imaginer. Un des premiers qu'on pense, c'est le biais de confirmation, qui est très mal connu par les scientifiques et qui ont plus mélangé au publish or perish, qui vont tendre à ce que les scientifiques vont publier des résultats qui vont manquer de contrôle positif, de contrôle négatif, ou de réplication, ou avec des statistiques peu fiables, peu robustes, des designs expérimentaux peu robustes. Et ça, on peut le corriger avec plus de moyens, plus de temps à la recherche et plus de meilleure méthodologie. Et on peut aussi penser à la fraude scientifique, mais finalement, la fraude scientifique, il ne faudrait pas penser que c'est la raison principale. Elle est très, très, très minoritaire. Elle a un grand écho dans les médias, mais finalement, elle est assez minoritaire. Donc, vu que c'est plutôt une histoire de méthodologie, on doit pouvoir corriger ça assez facilement.
Donc, crise de reproductibilité, ça signifie qu'est-ce que la reproductibilité? Donc, ce schéma, il est assez simple. Same data, same analysis, vous obtenez les mêmes résultats. On peut voir du coup 3 principes dans la reproductibilité. D'abord, l'organisation des étapes et la documentation. Vous allez voir, je vais revenir souvent sur la documentation. Il y a souvent, dans beaucoup d'outils que moi je benchmark, quand j'évalue des outils que je vais pouvoir utiliser, un manque énorme de documentation. Lorsque les gens publient, ils ne documentent pas assez comment ils ont obtenu ces résultats-là. Donc, il y a des outils pour ça, pour aider à documenter. On va les voir. Le deuxième principe, c'est d'écrire des programmes compréhensibles et que les codes puissent être écrits, puissent être lus et retravaillés ultérieurement par vous-même, mais aussi par d'autres personnes. Là aussi, il y a des normes et des conventions qui peuvent être appliquées, de bonnes pratiques, et on va voir ça plus tard. Et le code doit être modulaire, lisible et réutilisable. On va voir aussi comment on peut faire ça. Et un troisième principe qui peut aider à la reproductibilité, c'est l'automatisation des étapes. Moins il y a d'étapes manuelles, plus on a de chances de réduire les erreurs. Si vous préparez plusieurs plats 96 cuits, un robot piqueur, il fera toujours mieux qu'un humain. Pareil pour les analyses informatiques. Si vous devez lancer les lignes de commande une à une, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, vous fassiez des erreurs. Donc, on va essayer d'automatiser un maximum tout ça. Donc, une des réponses, c'est le principe FAIR. En anglais, c'est Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. En français, ça sera, on va dire que les données doivent être faciles à trouver, pour le F, accessible, interopérable et réutilisable. Donc, ça forme l'acronyme FAIR. C'est pas innocent, ça fait penser à équitable, juste, ça fait penser au commerce équitable, fair trade, au fair play. Donc, il y a une idée de comportement proactif, altruiste du producteur de données pour faire en sorte de rendre facile à trouver et à utiliser les données plus tard avec un travail en amont, pour faciliter le travail en aval. Ça va clairement dans le sens de l'open science. Les principes, ils sont détaillés dans le lien que je vous ai fourni en bas à droite. Mais on peut regarder rapidement cette petite illustration que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que des données faciles à trouver? Elles sont en ligne dans une base de données. Alors, la base de données peut être publique ou fermée, mais il faut qu'on puisse accéder facilement si elle est fermée, c'est-à-dire pas publique à tout le monde. Il faut quand même qu'on puisse y accéder facilement. S'il faut passer par des dizaines de demandes d'accès ou que c'est carrément fermé, c'est impossible. Accessible en open access. Idéalement, pas de login. Vous verrez que Geverly est absolument open access. Interopérable, on va revenir sur l'interopérabilité, mais il faut que les différents systèmes puissent communiquer entre eux avec des normes. Donc, ce qui est important dans l'interopérabilité, c'est des normes communes d'échange. Et réutilisable, il faut qu'il y ait les métadatas, il faut qu'il y ait donc les métadatas, ça va être les métadatas dans les données brutes, mais ça va être aussi la documentation sur le code, le commentaire du code. Il faut aussi que le pipeline, une fois que vous l'avez lancé, vous puissiez le relancer autant de fois que vous le souhaitez. Si vous lancez vous écrivez vous-même votre ligne de code et vous lancez, après il va falloir réécrire le code. Donc il faut qu'il y ait ça va aussi dans le sens de l'automatisation. Donc, un exemple d'interopérabilité, il y a 3 principaux systèmes d'exploitation actuellement dans nos laboratoires, GNU Linux, macOS et Windows. Ces différents systèmes d'opération vont nécessiter la base des standards communs pour que les outils informatiques puissent exécuter de la même façon sur ces 3-là. Si vous avez un programme d'analyse mais qui ne tourne que sous Windows, vous allez être dépendant de Windows, ou que sous Mac, vous allez être dépendant de Mac. Moi, je suis parti sur un outil qui est basé sur Unix. Donc, sur GNU Linux, il n'y a pas de souci, c'est une base Unix. Et en plus, il a le bon goût d'être libre et ouvert comme système d'exploitation. macOS, c'est propriétaire, ça appartient à Apple, c'est totalement fermé.
mais il a le bon goût de tourner sur une base Unix, c'est-à-dire que le code que je vais pouvoir écrire sous Mac ou sous Linux va aussi fonctionner sous Mac ou sous Linux en natif. Windows, non seulement il n'est pas basé sur Unix, mais en plus il est propriétaire, il appartient à Microsoft, mais il se trouve qu'il est de moins en moins fermé. De plus en plus de parties de code de Windows sont sous Windows. Et en plus, désormais, il intègre WSL. Donc WSL, c'est pour Windows Subsystem for Linux. Et ça va émuler, pour faire simple, un Linux à l'intérieur de votre système Windows, et vous allez pouvoir lui envoyer des commandes Unix qu'il va pouvoir interpréter. Donc, ce qui fait que si vous décidez d'écrire votre code pour fonctionner sur une base Unix, il va pouvoir fonctionner sur ces 3 OS-là. On parlait de réutilisable. Je vais, du coup, comme un exemple de réutilisation, je vais vous parler de l'obfuscation ou offuscation. Donc, l'offuscation, on peut aussi trouver assombrissement, obscurcissement, brouillage. C'est une stratégie de gestion de l'information qui vise à obscurcir les sens qu'on pourrait tirer d'un message. Le message, il est en clair, mais il est obscurci. Vous avez du mal à en tirer un sens. Cette stratégie, elle peut être intentionnelle ou totalement involontaire. À gauche, vous avez un exemple de code qui a été écrit de façon volontairement offusquée. Donc, c'est un code informatique qui fonctionne parfaitement. L'ordinateur, ne voyant pas l'image, lui, il lit les lignes de code, il sait où s'arrêter, où s'arrête le code, il n'y a pas de souci. Mais un humain, il va avoir énormément de mal à lire ce code. Il n'est absolument pas clair. Alors, cette stratégie, pourquoi on l'a fait? On peut le faire pour protéger sa vie privée. Par exemple, en noyant un message ou des recherches Internet dans des milliers d'autres messages et recherches Internet. En informatique, c'est souvent utilisé dans le domaine industriel pour rendre compliqué la reverse engineering. Vous avez du code que vous savez, des parties de code vont être publiques, mais vous ne voulez pas que quelqu'un puisse récupérer ce code-là. Donc, ça ne sert à rien de le rendre open source, c'est-à-dire que les sources sont ouvertes si vous avez offusqué votre code. Et puis, pour la petite anecdote, l'offuscation, en fait, ça vient du latin, du préfixe ob, qui veut dire devant, et fuscar, qui est le sombre. Donc, en fait, on assombrit devant. Donc, on va essayer d'éviter ça. Ensuite, on a parlé d'automatisation dans le principe faire, autant que possible automatiser. Donc, je vais vous parler de ce qu'est un pipeline. Donc, dans le langage courant, vous savez tout ce que c'est qu'un pipeline. C'est un mode de transport des matières fluides réalisé au moyen de canalisation et d'accessoires. Donc, pour faire simple, en français, un pipeline, c'est un tube. C'est une ligne de tube. En langage informatique, en fait, c'est un mécanisme qui permet d'enchaîner des processus de sorte que la sortie d'un processus va être l'entrée du processus suivant. Donc, c'est Douglas McRoy qui a inventé le concept pour l'échelle Unix. Et le nom anglais, c'est directement une analogie au pipeline présenté ci-dessus. Le symbole utilisé, c'est la barre verticale dans l'échelle Unix, qui par extension, du coup, ce symbole, si vous ne le saviez pas, s'appelle un pipe. Donc, la façon de l'utiliser, on va taper notre programme numéro 1 avec des données d'entrée et on va le piper avec le programme numéro 2. Le programme 1 va s'exécuter, il va envoyer les résultats directement à manger dans le programme numéro 2. Donc, le pipe, il est très utilisé sous Unix. On peut enchaîner des dizaines de commandes comme ça. Donc, je vais vous donner un exemple de pipeline très simple. L'outil cut-d qui va agir sur le fichier access log. Et puis, la sortie de cette commande va être sort, triée avec l'outil sort. Puis, on va récupérer que les entrées uniques du fichier access log. Donc, on va passer la commande unique. On va retrier. Et puis, less, c'est pour afficher. Donc, vous avez une série comme ça de commandes qui vont à chaque fois prendre en entrée la sortie de l'outil précédent. Et donc, cette chaîne de tubes, vous voyez, il y a plusieurs fois le symbole pipe. Eh ben, c'est une ligne de pipe, donc c'est un pipeline. Certes, un pipeline très simple, mais c'est un pipeline informatique. Donc, si vous ne savez pas faire ce symbole, le code Unicode, c'est U plus 007C. Et sous macOS, c'est option plus maj plus L majuscule. En fait, vous atterrez le symbole L pour en faire un pipe. Vous faites Alt-6 sous Windows. Donc, l'ensemble des logiciels qui seront exécutés ainsi en série, avec différentes options, donc les paramètres de ces logiciels, et les différentes versions de ces logiciels-là, c'est ce qu'on appelle communément un workflow. Donc, on va pouvoir faire des workflows d'analyse.
Donc là, je vous présente un exemple de workflow faire. Donc normalement, vous voyez ma souris. Donc c'est comme ça que fonctionne Gayvarly. Donc j'ai voulu faire en sorte que Gayvarly soit un workflow faire. Donc vous avez un script bash qui va lancer un outil qui s'appelle SnakeMake, qui est un gestionnaire de pipeline. Nous allons voir plus tard tout ça en détail. Le gestionnaire de pipeline va lancer des règles. Donc, chaque ici bulle est un outil avec des paramètres. Vous avez un fichier de configuration dans lequel vous avez mis tous les paramètres de tous les outils, les références, les couvertures minimales que vous souhaitez. Vous avez un fichier d'entrée et donc le pipeline va prendre les données d'entrée et va passer chacune de vos entrées. Donc ici, ce sont des FASTQ dans un fichier de sortie dans lequel vous allez même avoir des reports HTML et vous pouvez exécuter ça en local sur votre ordinateur ou sur un serveur de calcul. Donc, voilà comment on passe d'un pipeline un simple pipeline sur une simple ligne de commande à un workflow complet. Donc, on va rentrer un peu dans les détails. Alors, ce workflow-là, il va lancer différents outils. Ça va être très compliqué de demander à l'utilisateur d'installer chacun de ces outils. Certains de ces outils vont demander eux-mêmes des prérequis d'avoir des outils installés. Donc, il ne faut pas simplement installer StakeMake ou d'autres outils. Il faut aussi utiliser tous les outils, toutes les commandes que vous allez lancer dans votre pipeline. Ce sont des outils différents. Donc, pour ça, on va utiliser un gestionnaire d'environnement. Il en existe plusieurs. Là, je vais vous citer Anaconda et Docker. Il se trouve que moi, j'utilise Conda. Anaconda, on va maintenant l'appeler Conda pour faire plus simple dans le reste de la présentation. Donc, c'est lui que je vais vous présenter. Donc, Conda, c'est un gestionnaire d'environnement open source. À la base, c'est un manager de paquets. Donc, pour Python, vous avez des librairies comme dans R. Et pour installer plus facilement ces paquets de Python, on utilisait Conda. Donc, il tourne aussi bien sous Linux, macOS et Windows. Et il ne demande pas d'accès administrateur à votre système. Il va créer un répertoire dans votre home, donc dans le répertoire personnel de l'utilisateur, et il va dedans installer des environnements, et dans chaque environnement, il va installer des outils avec des versions bien précises. Donc, je vous ai mis un exemple de commande. Par exemple, on peut créer un environnement qu'on va appeler mon environnement numéro 1. Et puis, dans cet environnement-là, numéro 1, on va mettre un plugin numéro 1, et puis on va installer aussi R2.4. Et on peut créer un environnement qu'on va appeler environnement numéro 2, dans lequel on va installer un plugin numéro 2 et R3.5. Pourquoi? Parce que le plugin numéro 1, typiquement, a besoin de R2.4, et alors que le plugin numéro 2 a besoin de R3.5. Et là, vous voyez, vous pouvez avoir une incompatibilité des deux outils, des deux plugins. Mais si vous activez votre environnement numéro 1, vous pouvez appeler la commande plugin numéro 1 sans aucun souci, puisque dans cet environnement-là, c'est R2.4 qui tourne. Ça va créer des environnements, des bulles fermées, et vous pouvez activer ou désactiver ces bulles. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire en dehors d'un workflow, simplement déjà, nous, quand on utilise les outils, mais vous allez voir qu'on va intégrer ça dans le workflow. Donc, les gestionnaires de workflow, il y en a plusieurs qui sont connus. Donc, je vais vous citer ici SnakeMake, Nextflow ou Galaxy. Les biologistes connaissent peut-être Galaxy, qui est un outil très visuel où on va pouvoir enchaîner des blocs d'outils les uns avec les autres. J'ai appris initialement à utiliser SnakeMake et c'est un outil que j'utilise beaucoup. Donc, je vais vous parler de SnakeMake. Donc, SnakeMake, il a été développé par Johannes Koster, qui a publié son article déjà, je n'ai plus la date en tête, 2012, qu'il a appelé A Scalable Bioinformatics Workflow Engine. Donc, c'est quelqu'un qui, dès la publication de son outil, a été très, très actif sur les forums. Dès que quelqu'un utilisait son outil, il était toujours là à répondre pour développer des nouvelles features, pour débugger. Et c'est un outil qui a énormément évolué depuis 2012. Et c'était un vrai plaisir de commencer à l'utiliser et d'apprendre à l'utiliser parce que quand vous avez comme ça des interactions avec le développeur, c'est très enrichissant. Donc, c'est un manager de workflow. On va voir après comment il fonctionne.
Il a l'avantage d'être écrit en Python. Donc, voilà, vous voyez, on commence à avoir un lien qui se dessine. Anaconda, à la base pour gérer les packages Python, SnakeMake, écrit en Python. J'aime beaucoup le Python, voilà, c'est un langage de programmation que j'aime beaucoup. Donc ça me va très bien déjà. Ensuite, l'avantage du Python, c'est qu'il y a une syntaxe très claire et qu'il y a énormément de librairies qui existent. C'est basé à la base sur une commande informatique qu'on appelle GNU Make. Donc Make, ça permet de faire de la parisation, de la gestion de ressources et avec un système de règles. Et donc, Johannes, il a réécrit un peu tout ça. Et donc, Python plus Make, ça nous fait son super outil qui s'appelle SnakeMake. Donc, SnakeMake va prendre en entrée des fichiers d'entrée, va les passer dans on va écrire des règles, et ils vont prendre les fichiers d'entrée et transformer en fichiers de sortie. Et ces fichiers de sortie vont directement être pris par les outils suivants et jusqu'à obtenir le résultat qui est demandé à la fin. Ce qui est important, c'est le modulable. Vous pouvez le faire tourner sur votre machine en local avec très peu de cœur, comme vous pouvez le faire tourner sur des très gros serveurs de calcul. Et le code est strictement le même. Il n'y a besoin de rien réécrire. Donc, je vais vous donner un exemple de syntaxe claire. Donc, les règles. Les règles, ça va être un ensemble d'éléments permettant de créer un fichier. Donc, c'est l'étape 1 du pipeline. On définit dans la règle le fichier que l'on veut à la fin du traitement. Donc, on va dire cette règle-là, elle va produire tel fichier. Et ensuite, l'ordre et le choix des règles est établi automatiquement par SnakeMake. C'est-à-dire que si vous appelez un fichier donné en sortie, il va aller chercher dans l'ensemble des règles que vous avez écrites quelle règle produit ce fichier de sortie-là. Si une fois qu'il a trouvé la règle qui produit ce fichier de sortie-là, alors il va regarder cette règle-là de quel fichier d'entrée elle a besoin. Et elle va trouver quelle règle produit ce fichier d'entrée dans ces fichiers de sortie. Et en remontant comme ça, il va aller jusqu'aux données d'entrée. On va créer des modules qui s'appellent output. Chaque règle va générer au moins un fichier de sortie. Et input, chaque règle aura au moins un ou plusieurs fichiers d'entrée. On va pouvoir utiliser des wildcards, ce sont des variables que l'on va définir avec le symbole skeleton et qui vont permettre de généraliser les règles. On ne va pas appeler le FASTQ Toto et à chaque fois. Des fois, le FASTQ va s'appeler Toto, des fois, il va s'appeler Tata, des fois, il va appeler SARS-CoV, des fois, il va s'appeler Monkeypox. Donc, on va pouvoir utiliser des jokers comme ça. Ensuite, on va utiliser une commande qui s'appelle shell, et à l'intérieur, on va pouvoir passer toutes les commandes Unix qui vont produire les fichiers de sortie à partir des fichiers d'entrée qu'on leur a donné à manger. On peut aussi utiliser la commande run, où c'est un peu comme la commande shell, mais dedans, on va mettre du Python directement. Et puis après, on peut utiliser tout un tas de petites commandes de paramètres, par exemple tweets, pour décider combien de cœurs vont être utilisés. Ah, il y a une erreur. Message, pour afficher un message à chaque fois qu'une règle s'affiche. Log, pour décider cette règle-là, où est-ce qu'elle va mettre les logs. Et params, pour définir des paramètres avec lesquels ces outils-là vont tourner. Et donc là, on va rentrer dans le concret. Ensemble, on va écrire une règle pour refaire les aventures du Seigneur des Anneaux. Donc, voici une règle SnakeMake pour rejouer l'aventure du Seigneur des Anneaux. Alors, même si vous n'avez jamais fait d'informatique, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans. Ce que je veux que vous essayiez de voir ou de ressentir, c'est à quel point la syntaxe est claire. Même si vous n'avez jamais vu de Python ou de code, comparé à ce que vous avez pu voir avant. On va pouvoir déclarer quelque chose, une variable. Donc, c'est une variable, on l'appelle quelque chose, something. Et on va dire que something, c'est n'importe quoi qui se trouve dans le répertoire input the shire. Donc, on a un répertoire d'entrée qu'on a appelé la comté. Et dedans, on peut avoir something.precious. Et donc, quels que soient les fichiers qui terminent par l'extension .precious, alors ce sera en variable d'entrée. On peut définir, donc ça, c'est une variable qui va être extensible. Si vous avez 10 fichiers qui finissent par .precious, something, ça sera ces 10 fichiers-là. On peut avoir des variables un peu plus cadrées, par exemple un média. On a défini que ça peut être un livre ou un film. Et somewhere else, quelque part ailleurs,
pareil, on a défini de façon arbitraire que ça peut être le Mordor ou le jardin. On peut écrire comme c'est du Python, on peut définir des fonctions. Donc là, on va définir une fonction qu'on appelle getEpisode. Donne-moi le nombre d'épisodes. Elle est très simple, cette fonction. Elle dit que si la wildcard qu'on passe en entrée ici, est égale à livre, alors tu renvoies 4, il y aura 4 épisodes. Par contre, sinon, tu renvoies 6. Donc, si ce n'est pas book, ça sera livre. Ensuite, on crée une règle unique. Donc, on peut mettre du commentaire. C'est toujours bien de commenter. On peut mettre un nombre de cœurs variable, 3 pour les elfes, 7 pour les nains, 9 pour les humains, en fonction de si vous êtes sur un ordi local, un serveur de calcul. Et ensuite, surtout cette règle-là, donc tout ce qui est grisé, c'est du commentaire. L'ordinateur s'en fiche. Cette règle-là va prendre en entrée une variable qui s'appelle epic final, qui a la format output, donc dans le répertoire de sortie, dans le sous-répertoire média, dans le sous-répertoire quelque part ailleurs. Je veux que tu crées le fichier something destroyed. Et on définit média comme étant la variable média, something comme étant la variable, je ne sais pas comment on efface ça, something, et somewhere else, somewhere else. Et donc, quand on va appeler cette commande ici, il va s'occuper de récupérer automatiquement chacune des variables et remplacer ici les wildcards pour produire tous les fichiers de sortie qui sont nécessaires. Et donc ici, il va chercher ensuite dans l'ensemble de toutes les règles qui se trouvent là-dessous, la règle qui produit cet epic final. Et il va trouver la règle Bilbo. La règle Bilbo, donc pareil, on a pu la commenter. Cette règle Bilbo, si on voit output, elle produit bien un final qui a la même forme que ce qu'on souhaite. Donc SnakeMake, automatiquement, va faire tourner cette règle-là. On lui a demandé ça en sortie, donc il sait que c'est cette règle-là qui doit faire tourner. Cette règle-là, il pourrait y en avoir des dizaines qui s'enchaînent. Et cette règle-là, elle va prendre en entrée, du coup, something input the shire. Donc, elle va récupérer le point precious. Et ensuite, il va faire tourner juste une commande shell où on va faire tourner le programme voyage, aventure, avec différents paramètres, -i pour l'input, -o pour l'output. Enfin, c'est une commande classique d'un outil, avec différents paramètres, le nombre d'amis, le nombre d'épisodes. Alors, si ça vous paraît pas clair parce que vous n'avez jamais fait de programmation de Python, il faut vous rappeler qu'on est parti de ça. C'est-à-dire que si jamais vous demandez à votre vous du futur dans 6 mois, 1 an, ou à un autre bioinformaticien ailleurs, ou à un autre bioinformaticien ailleurs et plus tard dans le futur, d'essayer de comprendre ça, ça va lui paraître beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair que ça. Donc c'est pour ça qu'on préfère des gestionnaires de workflow, entre autres, c'est pour cette syntaxe-là qui va être claire par rapport à un script bash qu'on a écrit comme ça sur le coin d'un ordinateur, que nous, quand on l'a écrit, on a compris ce que était la variable D ou la variable E, mais ici, vous savez explicitement chaque variable ce que c'est. Et donc, ce petit script-là, il suffit de taper la commande SnakeMake. Donc, c'est le programme, on appelle le programme SnakeMake, le gestionnaire d'environnement. On lui dit quel programme on veut faire tourner. Donc, le snakefile example, c'est ce programme ici, avec des options. Et automatiquement, il va prendre tous les objets qu'il trouve dans le répertoire input. Alors, dans le répertoire input, il y avait un café et un anneau. Et donc, toutes les combinaisons possibles, il va les faire. Donc, s'il y avait 2 entrées, le café et l'anneau, il va amener le café dans le jardin en 6 livres, il va amener le café dans le Mordor en 6 films. Il va faire toutes les combinaisons possibles. Et donc, à la fin, dans le répertoire output, vous aurez 2 répertoires, un répertoire livre et film, dans chacun des sous-répertoires Somewhere Else, donc le Mordor et le jardin. Et à chaque fois, vous aurez votre café, votre anneau qui est détruit. Donc, ce programme-là, il va tourner indépendamment de ce que vous avez mis en Precious avec les paramètres que vous lui avez passés. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces programmes-là? On va utiliser, on a dit que dans le système FAIR, il fallait que ce soit findable, facile à trouver. Donc, moi, j'utilise un système qui s'appelle Git. Donc, Git, c'est un système de référencement et de contrôle de version en open source. Il existe plusieurs plateformes Git. Donc, vous pouvez entendre parler de GitLab, GitHub. Ça fait référence au réseau social qui est construit autour du système Git. Vous avez aussi SourceForge, Bitbucket. Donc, ça, c'est Bitbucket, GitHub.
et GitLab. Alors, pourquoi GitLab? Je ne sais pas si on a le temps, peut-être on pourra en discuter à la fin de la présentation s'il y a des questions. J'ai récupéré les stats de GitHub. Du coup, j'utilise GitLab, mais je vais vous parler de GitHub. En avril 2016, il y avait 14 millions d'utilisateurs, plus de 35 millions de dépôts de projets dessus, et ce qui en fait le plus grand hébergeur de code source public au monde. Donc, si vous voulez trouver du code source, vous allez sur un GitHub, GitLab, et vous allez pouvoir trouver le code. Bitbucket, c'est plus pour des codes, vous pouvez déposer du code collaboratif, mais c'est plus privé pour les gens ont plus l'habitude de le mettre en privé et de partager le code à l'intérieur d'une équipe que de le rendre public. Et donc, toutes ces plateformes, c'est des services web d'hébergement et de gestion. Donc, ça va utiliser un logiciel de gestion de version. Donc, vous allez pouvoir versionner les différentes versions de votre dépôt. Il y a des comptes professionnels en fonction de la taille de dépôt que vous voulez faire ou des comptes gratuits pour les projets et les logiciels libres. Ça permet d'assurer le contrôle d'accès, qui a accès ou pas. Est-ce que c'est juste le groupe de développeurs? Est-ce que c'est le groupe de développeurs et un groupe d'utilisateurs inscrits? Ou est-ce que c'est totalement public? Et ça permet, c'est vraiment destiné à la collaboration. On peut suivre les bugs. Si vous avez des bugs, vous pouvez les reporter dessus et on peut tracer la résolution des bugs. On peut demander des nouvelles fonctionnalités, on peut gérer des tâches, on peut créer des wikis pour chaque projet. Alors, à l'IRD, il se trouve qu'on a la chance d'avoir ce qu'on appelle l'IRD Forge. Donc, c'est une instance GitLab. GitLab, donc, c'est un serveur web de stockage. Et ils ont leur propre serveur. Mais comme c'est du code qui est public open source, on peut créer sa propre instance GitLab sur ses propres serveurs. Et l'IRD a déployé une instance GitLab en interne sur ses serveurs. Donc, si vous ne connaissiez pas, je vous présente la Forge. Donc, vous allez vous tapez dans Google la Forge IRD ou Forge IRD, vous devrez trouver. Ici, vous avez le lien direct. Si vous loguez, vous avez accès au tout le code qui est restreint aux utilisateurs de l'IRD et public pour tout l'IRD. Si vous vous connectez et que vous êtes dans une équipe dédiée, donc il y a plusieurs unités à l'IRD, vous pouvez accéder au code dédié à votre équipe. Et si vous ne vous loguez pas, vous avez accès à tout le code que l'IRD publie et de façon publique pour tous. Donc, il se trouve que le code Gaverly, il est trouvable sur la Forge IRD. C'est l'endroit où j'ai décidé de le déposer. Et donc, il est là. Donc, quand vous cliquez sur Gaverly, je vous remets le lien ici. Voilà ce que vous obtenez. Vous avez les différents commits. Donc, les commits, c'est à chaque fois que je dépose du code dessus. Différentes branches. Et vous avez différents tags qui expliquent les dépendances de l'outil. Et vous allez trouver le répertoire avec tout ce qu'il faut pour que l'outil fonctionne. C'est ça que vous allez télécharger. Vous verrez dans la documentation que je conseille de cloner en fait le dépôt Git. Quand vous clonez un dépôt Git, vous pouvez après plus facilement interagir avec pour télécharger des mises à jour ou pousser des mises à jour. Sur ce dépôt Git, vous allez trouver un README et un wiki. Donc le README, il est assez long. Le wiki, c'est la même chose que le README, mais avec des pages Wikipédia, donc avec des pages sous forme wiki. Donc, c'est plus facile de naviguer. Et dedans, vous allez trouver toutes les informations pour installer, utiliser, participer, citer Gaverly. Vous allez trouver aussi les issues, donc les problèmes qui sont connus et leurs résolutions. Et s'il n'y a pas vos résolutions, vous allez pouvoir déposer vos propres problèmes éventuellement et pour demander des résolutions. Je conseille vivement aux gens de lire la documentation, puisque vous l'avez vu, un des principes FAIR, et pour résoudre le problème de la non-reproductibilité, c'est l'absence de documentation ou le manque de documentation. Donc, quand des gens écrivent une documentation abondante et détaillée, c'est super bienvenu de lire la documentation parce que souvent, les réponses à vos questions sont déjà dans la documentation. Alors, comment on utilise Gaverly? J'ai essayé de le faire le plus simple possible pour les non-informaticiens.
Donc, il y a une commande pour installer Miniconda qui va être notre gestionnaire de paquets. Donc, cette commande-là, vous la copiez, vous la mettez dans un terminal Bash que vous trouverez sous macOS, Linux ou WSL sur Windows. Cette commande-là va télécharger l'installeur de Miniconda, va l'installer et va supprimer l'installeur de Miniconda. Donc, vous aurez Miniconda. Ensuite, il vous suffira de cloner, ça revient à télécharger pour faire simple, le répertoire, le dépôt Gevarly, et de vous déplacer dedans avec cette commande-là. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez éventuellement, c'est optionnel, mais je vais fortement recommander, le mettre à jour si ça fait quelque temps que vous l'avez téléchargé, avec cette simple commande-là. Et pour exécuter le programme, il suffit d'exécuter le script bash qui se trouve dans le répertoire, qui s'appelle start Gevarly, avec la commande bash, voire simplement pour les utilisateurs comment dire, allergiques au code, double-cliquer sur le script bash et il s'exécute. Donc, je vais vous faire une petite démo en direct. Je vais vous partager une autre fenêtre. Finder. Donc là, normalement, vous voyez mon répertoire Gevarly. Donc, vous avez le fameux script bash que vous pouvez exécuter en ligne de commande, le README, les licences, et dans ressources RITs, ici, vous allez mettre vos FASTQ. Donc ici, j'ai pris des FASTQ de SARS-CoV-2. Vous avez dans configuration, les fichiers de configuration pour paramétrer en fonction de votre ordinateur, du génome que vous voulez utiliser comme référence. Enfin, on verra plus tard le fichier de configuration. Ah, je vois que c'est déjà 38 minutes. Ah oui. Je vais accélérer. Et donc, il vous suffit de double-cliquer sur Gevarly et il va lancer le pipeline. Partage d'écran. Donc, moi, je vais vous le lancer en ligne de commande comme ça, je peux partager. Donc, je suis je suis dans le même répertoire. Voilà. Vous avez exactement ce que je viens de vous montrer. Et j'exécute donc le Gevarly. Donc, quand il va se lancer, la première fois que vous le lancez, il va installer tous les outils dont il a besoin avec Conda. Il va installer les dépendances dont il a besoin. Il va scanner votre système pour vous rappeler quel OS vous utilisez, quelle version de Gevarly vous êtes en train d'utiliser, combien de ressources vous avez disponibles sur votre ordinateur. Il va vous donner le nombre d'échantillons et de FASTQ files qu'il a trouvé. Il va vous rappeler la référence que vous avez choisie dans le fichier de configuration, la couverture minimum que vous avez demandé pour le consensus final. Il va vous dire s'il exécute aussi Nextclide et Pangolin. Ça va dépendre de si vous assemblez sur un virus que Nextclide et Pangolin gèrent. Donc, il se trouve que Nextclide et Pangolin gèrent le SARS-CoV-2, donc l'outil va tourner. Si vous assembliez sur une autre référence, il va le détecter, il ne va pas lancer sur ces outils-là. Si vous avez décidé de clipper des adaptateurs avec BankClipper, ensuite, il va vérifier si vous avez bien un environnement qui va servir à lancer SnakeMake. En gros, cet environnement-là, il y a SnakeMake dedans. Donc, si vous ne l'avez pas, il va le créer. Et si vous l'avez déjà créé, il le lance directement. Il va lancer un contrôle qualité de vos échantillons. Et puis, il va lancer tous les outils pour chacun des échantillons pour assembler vos RITs. Donc, d'abord, il fait les contrôles qualité. Donc, on a 6 échantillons, comme on a vu. 6 échantillons, 12 FASTQ. Donc, il va nous lancer, je fais un contrôle qualité sur le read 1 et le read 2. Donc, il va nous lancer 12 fois FASTQ screen, 12 fois FASTQC et un multi-QC pour agréger tous les résultats de ça. Une fois qu'il a terminé, il est passé automatiquement à l'assemblage. Et donc là, vu que c'est un assemblage pairé, il va gérer pour les 6 échantillons toutes les étapes. Donc là, il est en train d'assembler. Ah ben, oui, c'est normal. Alors là, il y a un code erreur. Dans les échantillons, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis le contrôle négatif. Voilà, neg control.
Et donc, forcément, quand il essaie de faire les stats de couverture sur cet échantillon-là, c'est un échantillon dans lequel il y a très peu de reads. C'est de l'eau qui a été déposée sur le séquenceur. Donc, il y a une erreur. L'avantage de SnakeMake, du coup, c'est que si là, j'interrompais l'analyse, j'éteins mon ordinateur, ouais, ou il y a un problème. Vous relancez l'analyse en recliquant sur le bash ou en refaisant bash start Gaverly, il va reprendre uniquement les étapes qui ne se sont pas lancées. C'est pas un script bash avec une boucle qui va repartir à zéro. Je vais repasser sur la présentation. Partage de l'écran. OK. Donc, du coup, Gaverly, quels sont ses features? Donc, contrôle qualité. On va avoir un contrôle qualité des données brutes en sortie du run pour savoir si vous avez des duplicate reads, des contaminations venant de d'autres librairies ou d'autres échantillons. Et ça va vous faire un rapport HTML du contrôle de qualité brute de vos échantillons. Ça va nettoyer vos séquences, ça va enlever les adaptateurs Illumina, ça va nettoyer les bases de basse qualité, ça va optionnellement, si vous l'activez, enlever les primers d'amplicon. Ça va aligner sur la référence de votre choix avec le mapper de votre choix. Donc, je propose BWA au Bowtime, même si je recommande fortement BWA. Quand vous assemblez avec ces outils-là, vous avez besoin d'un index de votre référence FASTA. Il vous suffit de mettre le FASTA dans ressources génome. Donc, si c'est un virus qui n'est pas dans les FASTA que je fournis, vous mettez votre référence au format FASTA dans les ressources. Dans le fichier de configuration, vous dites que c'est ce fichier-là que vous voulez utiliser comme référence. Et Gaverly va automatiquement générer les index BWA ou Bowtie en fonction du mapper que vous avez choisi pour cette référence-là et aligner dessus. Il va vous fournir des métriques de couverture, de profondeur et d'alignement, des histogrammes de couverture également. Il va appeler les variants, il va générer une séquence consensus, il va mettre des N lorsqu'il n'y a pas assez de couverture par rapport au seuil que vous avez choisi. Donc, nous, par exemple, c'est 30. Il va assigner les lineages Nextclade et Pangolin. Il va aussi vous faire un contrôle qualité des séquences assemblées avec Nextclade en vous donnant un score de qualité. Et à terme, j'espère pouvoir préparer un fichier de CSV pour faciliter la soumission de GISL. Les avantages de Gaverly, donc il est free, il est open source. Il vous suffit d'aller sur la forge Gaverly. Il est mis à jour régulièrement. Typiquement, Nextclade, comme il n'a pas besoin d'être connecté en ligne. Donc, typiquement, Nextclade, lorsqu'ils font des mises à jour, je mets à jour l'outil, je mets à jour les bases de données de façon à ce que ce soit intégré dans l'outil. Il est fair, donc il tourne aussi bien sous Linux, Mac et Windows avec WSL, puisque il est basé sur un système Unix. Il fonctionne aussi bien sur des petits laptops avec 4 cœurs, 8 Go de RAM, c'est un exemple, ou des gros serveurs de calcul avec plus de 60 cœurs, plus 128 Go de RAM. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit au programme. Fonctionne avec un seul échantillon ou autant d'échantillons que vous souhaitez. Différentes références. Et vous pouvez nous, maintenant, le SARS-CoV-2, on a un peu passé. Donc, on est plus sur de l'Ebola et du monkeypox. Et il fonctionne hors ligne, hormis l'installation. Lorsque vous lancez la première fois l'installation, il va falloir télécharger SnakeMake, enfin d'abord Conda, puis Conda va installer SnakeMake, et puis SnakeMake, en se lançant, le gestionnaire de workflow va télécharger avec Conda tous les outils dont il a besoin. Et donc, normalement, si vous voyez que j'ai bien rempli toutes les conditions, il est fair, il est open source, il est scalable, il peut tourner sur n'importe quelle taille d'ordinateur ou de serveur de calcul. Il est modulable, vous pouvez changer les couvertures, vous pouvez changer les références. Il est traçable, vous avez des centaines de fichiers de log et de stats à la fin dans le fichier de result. S'il y a une erreur, vous avez les messages d'erreur. Tout est traçable, et puis c'est un pipeline. Quelques dates à retenir. En septembre 2021, du coup, il y avait ces discussions avec Eddie Lousamaki sur son souhait d'avoir un logiciel libre open source pour des analyses sous Linux et savoir quels outils on pouvait utiliser pour l'assemblage de génome de SARS-CoV-2. J'avais fait une rapide veille bibliographique, on avait trouvé quelques pipelines, mais pas des pipelines FAIR. Et du coup, en décembre 2021, il y a eu les premiers tests en interne, puis des bêta-tests en externe avec nos partenaires, que je souhaite remercier ici parce que c'est grâce à tous leurs retours qu'on a pu lever les bugs au fur et à mesure. Et la migration sur la forge.
Et depuis avril, de la forge IRD restreint au public IRD, maintenant c'est en public, y compris hors IRD, et c'est utilisé de plus en plus en dehors de personnes de l'IRD. En décembre, je l'ai présenté dans une présentation AfroScreen, et aujourd'hui, je vous le présente en webinaire à NRS. Et l'article est fini d'écriture, en finition d'écriture ou fini d'écrire, et il suffit de le soumettre maintenant. Donc, les messages à retenir, plus que Gevarly, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est l'importance du faire en dehors de l'informatique, mais en bioinformatique aussi, l'importance de l'open source et du libre, et la puissance de cette approche-là pour reproduire une analyse complète en une seule commande sur n'importe quel système POSIX sans droit administrateur. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Nicolas. Et félicitations pour le travail et merci pour la présentation. Et donc, si quelques participants ont envie de poser des questions, pour rappel, vous pouvez ou lever la main ou écrire directement dans la discussion, dans la chat. Et en attendant peut-être les premières questions, j'en ai une aussi. J'ai lu que l'outil est ouvert à contribution et donc si tu pouvais nous expliquer un peu comment on peut contribuer. Ouais. Du coup, effectivement, dans le README, j'ai expliqué que je prends toutes les contributions. Donc, les contributions que vous pouvez fournir déjà, c'est à votre niveau, quand vous l'utilisez, reporter éventuellement les bugs que vous avez, s'ils n'ont pas déjà été documentés dans le README ou dans les issues. Mais il y a aussi de la maintenance à faire des mises à jour des outils, éventuellement développer des nouvelles fonctionnalités. Et donc, comme c'est un système Git, s'il y a des gens qui souhaitent forquer l'outil, développer leurs propres fonctionnalités, corriger des bugs et ensuite merger, ou s'impliquer dans les mises à jour, enfin, n'importe quel rôle que vous souhaitiez faire, il suffit de m'écrire, voilà, on peut en discuter. Mais comme l'outil est libre, vous pouvez aussi simplement, avec un compte Git, le forquer dans votre propre branche, développer vos propres fonctionnalités, le laisser comme ça chez vous, utiliser vos propres versions chez vous, ou au contraire, proposer de participer communautairement, et on peut merger du coup vos développements à la branche principale. Ou si c'est simplement faire des mises à jour ou participer au wiki, il y a la documentation a un peu de retard, elle date de novembre 2021 typiquement, donc il y a des features que j'ai développées, il n'y a pas la documentation dessus. Enfin voilà, à chacun à son niveau de compétences, d'envie, de temps, d'énergie, de motivation, d'implication peut participer. Merci beaucoup. Et je vois une première question dans le chat. Est-ce qu'on peut installer en un high performance cluster, j'ose pas traduire, je ne sais pas, et use it in a job submission script. Donc, ouais. Alors, pour le job submission script, ça va dépendre de... peut-être je réponds en anglais si tu as la question en anglais. Et peut-être répondre en français parce qu'il y a l'interprétation en cours. Ouais. Ouais, okay. Oui, comme ça, on reste sur le bon channel. Donc, pour l'installer sur un serveur de calcul haute performance, un HPC, oui, c'est possible. Déjà, il y a de grandes chances qu'il soit sous Linux ou sous une base Unix. Donc là, il y a aucun souci. Que si vous n'avez pas les droits administrateurs, c'est pas un souci non plus, puisque c'est, comme on a vu, c'est basé sur le gestionnaire d'environnement Conda. Donc, les outils n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin de demander à votre administrateur de HPC d'installer tel outil, telle version. C'est le pipeline qui gère les installations et la gestion des outils et de leur version. Donc l'installer, oui, aucun souci, sans droit administrateur, dans votre home ou à l'endroit qui vous est dédié sur le serveur de calcul, que vous ayez les droits ou non, vous pouvez l'installer. Pour le lancer avec un système de soumission job, alors ça, certains serveurs, la plupart, tous les serveurs, sont utilisés par énormément de personnes en même temps. Donc, il y a un système de priorisation des tâches qui sont envoyées au serveur. Il y a un certain nombre de cœurs, on réserve un certain nombre de cœurs, et donc il y a un système de soumission des jobs sur la plupart des serveurs. Nous, sur Itrop, on utilise Slurm. SnakeMake, c'est un
j'ai encore un peu de mal, moi, à le lancer. Enfin, je n'ai pas écrit de fichier de configuration pour automatiser la soumission sur Slurm. Donc, ce que je fais sur Slurm, c'est que je me réserve mes cœurs, je me mets sur la partition dédiée que j'ai réservée et je le lance directement. Donc, je ne passe pas par un système de soumission de job. Pour tous les autres systèmes de soumission de job qui ne sont pas Slurm, oui, ça fonctionne. Il suffit d'écrire. Enfin, faut écrire le script. Je ne fournis pas le script, mais vous écrivez le script de soumission. Et après, c'est SnakeMake qui va, dans le fichier de configuration de SnakeMake, vous précisez l'outil de soumission de job que vous utilisez. Il y a la documentation sur SnakeMake et SnakeMake il va soumettre les jobs. Okay. C'est lui qui gère la soumission des jobs. Merci. Et si tu vas dans la discussion, il y a des autres questions, mais un rapport à l'interopérabilité y est arrivé avec des plateformes différentes, surtout si elles sont différemment conçues. Et comment rendre interopérable interopérable avec les outils de surveillance traditionnels? Alors, interopérable avec les outils de surveillance traditionnels. Qu'est-ce que vous appelez les outils de surveillance? On peut activer le micro, peut-être? Les outils de surveillance traditionnels. À la fin, ce que fournit le pipeline, parce que les outils de surveillance traditionnels, je suppose que c'est... à la fin, ça fournit une séquence FASTA. Le génome, le consensus est au format FASTA. Donc ça, c'est un format interopérable puisque tous les outils, c'est standard. C'est comme les FASTQ, c'est le FASTA. Et les lineages se font avec Nextclade, le contrôle qualité se fait avec... tout est interopérable derrière avec JSED, Nextclade, Pangolin. Je ne sais pas ce que vous appelez les outils de surveillance traditionnels en fait. OK. Mais c'est des formats interopérables qui sont utilisés. Les alignements, ce sont des BAM qui sont produits. Les positions, c'est des fichiers BED. Les fichiers d'entrée, c'est des FASTQ. Les fichiers de sortie, c'est des FASTA. Les rapports, c'est des HTML, des TXT. Tous les fichiers sont des fichiers interopérables avec des standards classiques utilisés. À moins que vous pensiez... Enfin, voilà, je n'ai pas compris l'outil de surveillance traditionnel. Merci. Et pour l'autre question, est-ce qu'on peut l'utiliser pour analyser d'autres séquences que celles de virus SARS-CoV-2? Oui. Donc, là, je vais prendre vite fait en partageant l'écran. Donc là, juste, j'ai été sur le shell où j'ai lancé. Vous voyez, l'analyse des 6 échantillons, ça a pris 6 minutes. Hop, arrêtez le partage. Partager l'écran. Donc ça, c'est le fichier de configuration que vous pouvez ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte ou de code. C'est là où vous allez pouvoir choisir le nombre de cœurs et de RAM que vous utilisez, votre fichier temporaire. Typiquement, moi, j'utilise Scratch sur mon HPC, mais il faut voir ce que vous utilisez vous. La couverture minimum que vous souhaitez, et là, la référence que vous souhaitez utiliser. Donc, c'est ici que vous mettez le nom de votre fichier FASTA, donc le virus de référence. Dans Gaverly, je fournis les fichiers FASTA de tous ces virus-là parce que ce sont ceux qu'on utilise. Mais si vous voyez, il y a marqué Add your favorite genome reference. En gros, si vous voulez assembler sur un autre virus, on va l'appeler mon virus préféré. Il suffit que vous ayez votre référence mon virus préféré.fasta. Ici, dans le fichier de configuration, vous dites que les reads que vous venez de mettre dans le fichier ressources, vous voulez les aligner sur mon virus préféré. Il faut que ça, c'est le nom de votre fichier FASTA, simplement. Et dans le fichier de Gaverly, ici, dans ressources, génome, vous mettez votre fichier FASTA, mon virus préféré.fasta. Lorsque vous lancez Gaverly, il va prendre vos FASTQ, il va générer déjà les index. Donc, vous voyez ici dans les index BWA, j'ai les index pour tous les FASTA qui se trouvent à cet endroit-là. S'il n'y a pas mon virus préféré FASTA indexé, il va l'indexer. Et ensuite, il va prendre vos reads et les aligner sur la référence. Voilà. Donc, les résultats, ils se présentent comme ceci. Vous avez toute la documentation sur donc les différents résultats par étape. Et à la fin, vous avez des reports
Tous les consensus FASTA vont se trouver ici, mais vous les avez aussi individuellement par échantillon là-dedans. Tous les statistiques de couverture, vous allez les trouver. Ah, mais je ne peux pas partager comme ça. Fermé. Tous les statistiques de couverture, vous allez les trouver ici. Les linéages Nextcloud ici, les linéages Pangolin ici, et ici, vous allez trouver tous les contrôles qualité de vos données brutes au format HTML. Et vous voyez, ça archive directement les reports. S'il y a le moindre bug, généralement, c'est ça que je vous demande d'envoyer. C'est ce répertoire-là qui est directement zippé et vous avez juste à me l'envoyer par mail. Vous voyez, c'est très petit, ça fait moins de 2 MO. Et moi, je peux essayer de voir où est-ce que ça a planté chez vous. Merci, Nicolas. Il y a peut-être une toute dernière question avant de terminer. Est-ce qu'on peut utiliser Gevarly pour analyser des séquences issues de mini-ion? Eh bien non, toujours pas. C'est une question qui revient tout le temps. Alors, pourquoi les séquences mini-ion, elles sont souvent single-hand, parfois pair-hand, mais ce n'est pas du vrai pair-hand, c'est une histoire de... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des séquences qui sont très longues avec beaucoup d'erreurs, si je veux simplifier, et les séquences Illumina, ce sont des séquences très courtes avec très peu d'erreurs, en vulgarisant beaucoup. Les mappeurs, les logiciels qui vont prendre vos séquences, vos lectures sorties de séquenceurs, et qui vont essayer de les mettre sur votre référence, les algorithmes ne sont pas les mêmes. Ça ne va pas être la même approche d'essayer d'assembler votre puzzle avec des millions de petites pièces très petites, mais très bien détaillées, ou juste des très grosses pièces, mais très floues. Voilà, pour faire simple. Donc, ce n'est pas les mêmes outils. Et alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, au début, détecter c'est du pair-hand, c'est du single-hand? Est-ce que on peut, ou je choisis dans le fichier de configuration, c'est du long read, c'est du short read. Et si c'est du long read, au lieu d'utiliser BW au bow tie, on utilise un autre aligneur. En fait, il existe déjà un pipeline qui fait très bien ça. Il existe des pipelines, par exemple, si vous allez sur le consortium Arctic, ils ont le pipeline Arctic qui est écrit en SnakeMake, qui installe les outils avec Conda et qui utilise les outils Conda pour le long read. Vous avez aussi Coolebron pour faire de l'assemblage de long read. Donc, je peux vous mettre le lien après qu'on ait fini de discuter, qui est développé par l'IRD, qui vous permet en plus non seulement d'assembler des longs reads, mais choisir le meilleur mappeur. Là, je vous dis BWA, Bowtie, choisissez BWA. Là, vous hésitez entre différents mappeurs. Il va choisir pour vous le meilleur mappeur et les meilleurs paramètres pour chacun des mappeurs. Donc, c'est un outil qui est très pratique. Pourquoi on a écrit Gevarly? Il n'y avait pas d'outils faire. Il y avait des outils privés, des Anastar, il y avait des scripts. Par exemple, je vous ai parlé de Avoc, développé à Helsinki. C'est un très bon script, c'est un très bon pipeline, mais en simple script. Il n'y avait pas de pipeline faire automatisé, reproductible et tout ça, scalable. Donc, on a développé ça. Mais on ne va pas développer des fonctionnalités dans Gevarly pour faire du long read, alors qu'il existe déjà des outils. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Il y a eu aussi pas mal de questions, donc ça confirme l'intérêt pour la thématique et ce pipeline. Moi, j'ai le temps pour répondre à 2-3 questions encore, si on peut, si vous voulez. Pas de souci. Je pense qu'on doit s'arrêter là. Et bon, OK, il y a une dernière question. Oui, est-ce qu'on peut déployer Gevarly sous Ubuntu 16.4? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des fichiers de rapport au format XLS? Le fichier TSV, tu l'ouvres dans XLS, il n'y a aucun souci. XLS, c'est des tabulations plus des métadonnées d'Excel, donc qui sont au format TSV, donc tu les ouvres dans Excel. Bon, si tu as envie d'utiliser Excel, mais LibreOffice, c'est très bien, mais ça s'ouvre, les tableaux s'ouvrent en fichier. Un TSV, tu peux l'ouvrir dans un éditeur de texte, dans un LibreOffice, dans un OpenOffice, si tu veux utiliser OpenOffice, dans un Excel. Donc, TSV, c'est du XLS, tu peux l'ouvrir. Ou Epininfo, je ne connais pas ce format. Le coût du logiciel, c'est gratuit. C'est un logiciel libre. Non, public et libre, c'est deux choses différentes. Public, ça veut dire que tu peux lire tout le code. Le code, il est lisible, il n'est pas compressé, ce n'est pas des 0 et des 1. Donc, tu peux lire le code, tu peux voir chaque fonction, chaque outil, chaque paramètre, comment utiliser. Mais il est gratuit. En fait, j'utilise que des logiciels libres et ce que j'écris, c'est l'enchaînement de ces outils-là, le pipeline.
Donc, on ne va pas faire payer des outils gratuits voilà, c'est pour la communauté. Et justement, quand Nicole parlait comment on peut procéder, eh ben, l'idée, c'est que je me sers des travaux de personnes précédentes, je le mets à disposition pour que d'autres personnes l'utilisent, qui vont elles aussi l'améliorer et proposer d'autres choses. C'est parfait. Ben, merci beaucoup. Et je vous propose, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous écrire à afroscreen@anrs.fr. Et voilà. Et on pourra vous mettre en contact. Donc, merci encore, Nicolas, pour la présentation et à tous les participants pour la participation. Et à bientôt avec les prochaines, pour la suite des collaborations. Ben, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.